Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs grands projets ont été annoncés lors de ce Conseil des ministres. L'on retient la création d'un fonds pour le programme Électricité pour tous. Plus de détails dans quelques instants. La série Invisible, diffusée en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et des membres du gouvernement. C'est une fiction, une série télévisée sur les réalités ivoiriennes, en particulier sur les microbes, ces jeunes délinquants dont les crimes violents sèment la terreur dans la ville d'Abidjan. Et puis l'Éthiopie a une femme présidente du pays depuis ce jeudi. Moulatou Tchomé, président sortant, a démissionné et c'est une femme que le Parlement a élue à la magistrature suprême. Il s'agit de Saleh Roch Zirodé, diplomate et représentante de l'Éthiopie aux Nations Unies, poste dont elle a déjà démissionné. Nous vous le disions à l'instant, un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs grands projets ont été annoncés lors de ce conseil des ministres. L'on retient la création d'un fonds pour le programme Électricité pour tous, la construction d'une grande centrale solaire à Korogo, l'instauration désormais du service civique pour les jeunes. Plus de détails avec Viviane Haïmé. Le gouvernement ivoirien fait du social à travers son programme Électricité pour tous, initié en 2014 et qui a permis à des centaines de ménages à petits revenus d'avoir leur branchement au réseau électrique au coût de 1 000 francs seulement au lieu de 150 000 francs. Sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le Conseil des ministres, ce mercredi 24 octobre, a décidé de poursuivre ce programme en créant un fonds qui servira à son financement. C'est une des promesses du chef de l'État qui était de rendre accessible l'énergie aux plus défavorisés et même à toute la société ivoirienne pour le moindre coût. Et c'est une initiative dans laquelle nous fondons énormément d'espoir. Et d'ailleurs, les partenaires techniques au développement nous y attendent parce qu'ils sont prêts à nous accompagner. Vous avez la Banque mondiale, vous avez la BAD et même l'AFD qui se signalent pour venir abonder le fonds qui se met en place pour pouvoir aider les plus défavorisés de notre écosystème ivoirien. S'agissant de la production de l'électricité, les ambitions du gouvernement sont grandes et de ce fait, les sources de production sont variées. À côté de l'électricité thermique produite par Azito et l'hydroélectricité produite par les différents barrages, dont le plus grand est le barrage de Soubré, le Conseil des ministres de ce 24 octobre vient de décider aussi la construction d'une grande centrale solaire à Korogo. C'est 66 mégawatts de puissance installée. Ce sera environ 118 gigawatts de production d'électricité, sans oublier que l'investissement coûtera environ 47,24 milliards de francs CFA et permettrait de rendre disponible cette électricité pour un coût modique d'environ 47,79 francs CFA le kilowattheure. Et c'est d'ailleurs une observation très pertinente qui a été relevée par le chef de l'État par rapport au fait que le coût du kilowattheure est assez abordable et c'est une piste complémentaire qui nous encourage à aller vers l'adoption des ouvrages de centrales solaires principalement. Une autre grande décision de ce Conseil des ministres est l'instauration du service civique pour les jeunes afin de leur inculquer la discipline et les valeurs civiques. Ce projet va démarrer dans un premier temps par une phase pilote. Le service civique comprend un ensemble d'actions tendant à encourager la population dans toute sa diversité, principalement les jeunes, avec pour objectif de renforcer la cohésion sociale. Une phase pilote de ce dispositif aura lieu dans le dernier trimestre 2018 à Korogo, au siège de l'Union régionale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, URECOSI, avec un échantillon de 216 jeunes qui seront sélectionnés dans les 108 départements du pays. Le Conseil a en outre donné son accord à la visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette,
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre et la participation du président de la République à la conférence du G20 en Allemagne du 29 octobre au 2 novembre. Viviane Haïmé, le Conseil économique et social change de dénomination. Il devient le Conseil économique, socio-environnemental et culturel. Les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté une loi organique hier mercredi à l'Assemblée nationale qui permettra de prendre en compte les nouveaux champs de compétences de cette institution. Kolo Koulibaly. C'est la Constitution du 8 novembre 2016 qui consacre l'extension des attributions du Conseil économique et social. Cette institution va désormais examiner les questions liées à l'environnement et à la culture. L'institution a vu son domaine de compétences élargi au niveau de l'environnement et de la culture. Donc on parle maintenant d'un Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les attributions, du moins les modalités de saisine, ont été également élargies parce qu'aujourd'hui le président du Sénat peut saisir le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui est devenu, il faut le reconnaître, un outil de promotion du dialogue entre cette institution et la société civile et les collectivités locales. Sur 43, 26 membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles étaient présents. 25 ont voté pour, contre une abstention. Pour les députés, le Conseil économique, social, environnemental et culturel va connaître une nouvelle impulsion. Dans le monde économique actuel, les questions environnementales sont importantes. Il fallait que la structure de conseil pour l'exécutif et le Parlement, qui est le Conseil économique et social actuel, puisse également adresser ces questions fondamentales qui concernent l'écologie, l'environnement. Les pays qui sont passés d'ailleurs, les premiers pays d'Afrique, c'est grâce à l'industrie culturelle. Le projet de loi adopté en commission passera ensuite en plénière. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, c'est 120 membres. Le président est nommé par le chef de l'État pour 5 ans, les autres membres pour un mandat d'1 an renouvelable. Actuellement, l'institution est dirigée par Charles Kofi Dibi. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko dote l'école militaire préparatoire technique de Benjeville EMPT de matériel composé de plusieurs chariots de rangement, de couverts d'ensemble, la vaisselle et d'ustensiles pour améliorer les conditions de restauration des personnels civils et militaires et des enfants de troupes de l'EMPT. On en parle avec Abou Sanogo. C'est visiblement très heureux que les enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville ont accueilli le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko au sein de leur établissement. Une visite marquée par la remise de matériel de restauration pour la modernisation du cadre nourricier de cette école. Ce sont au total des ensembles lave-vaisselle à traction panier, 8 chariots de rangement de plateaux et 1000 couverts et ustensiles pour améliorer les conditions de restauration des personnels civils et militaires de l'école militaire préparatoire technique ainsi que des enfants de troupes. Ce matériel de restauration que l'UMPT reçoit vient à point nommé, car la vétusté du matériel d'alors était une préoccupation pour tous, quand on sait que l'importance et la renommée de cette prestigieuse école dans le système éducatif de notre pays. Ainsi, voir ces enfants de troupes manger dans des conditions peu réduisantes nous accablait. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a invité les enfants de troupes au travail et à prendre soin du matériel reçu. Dans le cadre de notre politique de redonner vie à notre grande institution dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, qu'il fallait faire quelque chose pour l'UMPT et ce n'est qu'un début. Nous avons promis de travailler à réhabiliter tous les bâtiments pour que vous-même soyez très fiers de vivre dans ces conditions-là. Nous ferons tout pour améliorer les autres conditions qui nécessitent des travaux et que nos enfants de troupes vivent dans de meilleures conditions et aient une meilleure santé pour l'avenir des armées de Côte d'Ivoire. Dorénavant, les enfants de troupes se restaureront dans des conditions d'hygiène optimales et n'auront plus à transporter 3 fois quotidiennement leurs couverts de chambre au réfectoire, à conserver dans leurs placards, verres, cuillères et assiettes dans des conditions de salubrité inadéquates et à renouveler à maintes reprises leurs couverts au cours de l'année scolaire.
Deuxième grand titre de cette édition, la série Invisible a été diffusée en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et des membres du gouvernement. C'est une fiction, une série télévisée sur les réalités ivoiriennes, en particulier sur les microbes, ces jeunes délinquants dont les crimes violents sèment la terreur dans la ville d'Abidjan. Gabriel Zadé. Invisible pose la problématique des enfants délinquants, ces enfants en conflit avec la loi. La série fait le récit de la vie de Chaka, un jeune adolescent de 13 ans devenu délinquant sous le poids de la précarité. J'ai pu découvrir tous les grands acteurs, j'ai tourné avec eux, je suis fier de moi. Fier de révéler l'invisible, de lever le voile sur des faits de société d'une complexité inouïe. Une audace pour Alex Ogou, réalisateur de la fiction. J'espère que la série va permettre de nous interroger, chacun, entre parents, entre voisins. Parce qu'au final, la société nous appartient en fait. C'est nous qui la faisons. Ce n'est pas un État qui fait la société. Et cette série est vraiment là pour ça, pour renouer le dialogue en fait. Il parle de sa fiction à la fin de la présentation du premier épisode diffusé en cinéma le 23 octobre devant Dominique Ouattara, la première dame, accompagnée de quelques membres du gouvernement et des visages bien connus de la culture et des médias. J'ai été particulièrement émue et même bouleversée par le réalisme et l'émotion qu'il y a dans cette série et qui est vraiment faite en Côte d'Ivoire et qui a été tournée de façon magistrale. J'ai félicité d'ailleurs le réalisateur, M. Alex Ogou, et les jeunes, les moins jeunes qui avaient tourné dans ce film. Et je suis très fière parce que c'est une série ivoirienne. Une avant-première de la série télévisée Invisible qui invite à s'interroger sur les complexités sociales. On se dit au niveau, je pense, de l'État qu'il faut travailler encore plus pour qu'il y ait moins de pauvreté et qu'il faut surtout essayer de venir à bout de ce phénomène qui est un problème difficile, pas simple. Voilà, je crois que ça interpelle tout le monde, l'État mais aussi les parents. Comment un enfant se désolidarise-t-il des codes sociaux et devient microbe? C'est en 10 épisodes de 52 minutes qu'il faudra le découvrir sur les écrans le 29 octobre prochain. Et parlons maintenant d'économie numérique qui pourrait jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources internes pour soutenir le financement des politiques de développement des pays africains. Tenez, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce sont près de 30 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA qui circulent chaque jour à travers le mobile money. Au Kenya, la digitalisation permet d'élargir l'assiette fiscale. Adama Kodé. Réunion, assemblée générale, conférences, audiences, les formats sont divers aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. Au cours d'une conférence de presse, le ministre de l'économie et des finances est monté au créneau pour porter à la connaissance des experts l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'usage du digital dans la mobilisation des ressources locales. Le volume moyen des transactions financières journalières par mobile money est estimé à 30 millions de dollars en 2017 contre 22 millions de dollars en 2016. Le mobile money permet de porter de 21% à 53% le niveau d'inclusion financière de la population ivoirienne en général et de 43 à 75% le niveau d'inclusion financière de la population active. La Côte d'Ivoire donc a procédé à la digitalisation du processus de déclaration des paiements des impôts et taxes en ligne. La première phase donc de ce processus, qui a démarré l'année dernière, a permis donc à fin juin de collecter environ 43 millions de dollars US à fin avril 2017. La mobilisation des ressources domestiques, une nécessité pour le continent africain. Les besoins de financement s'évaluent à 170 milliards de dollars par an et le gap est estimé à 108 milliards de dollars. Des réformes s'imposent pour une meilleure numérisation de l'économie. Depuis 2013, nous avons adopté une nouvelle législation sur la TVA. La loi sur les recettes douanières a aussi été mise en place. Nous élargissons l'assiette fiscale et la dernière action est l'impôt sur le revenu, ainsi que l'automatisation du dédouanement. Si le Kenya et la Côte d'Ivoire sont en phase d'expansion, en ce qui concerne la numérisation, la Guinée équatoriale doit faire face à la mise en place d'un dispositif de base.
Le numérique, je reconnais, ce n'est pas au niveau embryonnaire, mais que nous ne sommes pas encore très bien outillés. Nous sommes en train de renforcer la capacité. C'est pour cela que nous avons fait appel à certains partenaires, des bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour nous aider dans ce sens. Relever le niveau des recettes intérieures par la digitalisation implique par ailleurs un système de sécurité contre la cybercriminalité et des réformes fiscales appropriées. La direction générale des Ivoiriens de l'extérieur du ministère de l'intégration africaine a organisé ici à Abidjan la 5e édition de ces rendez-vous de change économique. L'initiative vise à mettre en place un réseau pour encourager la diaspora ivoirienne à venir prendre sa part dans l'économie nationale. Olivier Eriebi, Francis Boifo. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à la conquête des hommes d'affaires de la diaspora. Des rencontres périodiques sont organisées. L'initiative vise à encourager les compatriotes à investir dans l'économie nationale. C'est dire toute notre volonté d'appuyer tous les efforts au niveau du gouvernement et de mettre en place des politiques qui peuvent ressembler aux politiques que nous avons vues qui marchent dans des pays comme le Maroc ou le Sénégal. La contribution des diasporas au développement des pays d'origine se situe normalement entre 3 et 6, voire 10%. Pour l'instant, la contribution de la diaspora ivoirienne reste marginale. Pour la matérialisation de sa politique de gestion économique de la diaspora ivoirienne, un avant-projet de la politique nationale a été conçu. Nous avons suggéré, sur la base d'un benchmarking que nous avons fait par rapport à l'expérience d'un certain nombre de pays, regardons ce qu'ils ont fait et voyons ce qu'on peut proposer comme avant-projet qui reste toujours à valider, d'abord au plan local, ensuite avec la diaspora. Et nous déclinons donc 6 axes stratégiques. Le premier axe qui est l'axe de la gouvernance et nous avons un second axe qui est justement de mobiliser les compétences des Ivoiriens résidant à l'extérieur. Troisièmement, de voir quelles sont les conditions suivant lesquelles ils pourraient éventuellement contribuer à cet élan vers l'émergence du pays. La contribution de la diaspora ivoirienne dans l'économie est estimée à environ 1,2% du produit intérieur brut du PIB. Un chiffre que le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur veut améliorer à travers des investissements dans plusieurs secteurs d'activité. Sachez qu'en marge de la tenue de la 37e conférence internationale sur le caoutchouc naturel, plusieurs participants avec à leur tête le secrétaire général de l'International Rubber Research and Development Board, le Dr Abdoul Aziz, ont visité les champs du paquetier dans les environs de Dabou. Il s'agissait pour les participants d'aller à la rencontre des réalités de la filière DVA de Côte d'Ivoire avec comme argumentaire la découverte des femmes seigneurs DVA et la visite de l'usine de plantation du paquetier. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, accompagné de sa collègue en charge de la salubrité urbaine, s'est rendu hier mercredi à Port-Bouéchi. Il est allé s'imprégner de l'évolution des travaux de bitumage de la voie reliant la route de Grand Bassam au centre de groupage des ordures ménagères de Gonzague-Ville. Lancy de Bakayoko. Port-Boué-Gonzague-Ville. Sur ce site, le futur centre de groupage des déchets solides de la commune. Accéder à ce centre, un vrai calvaire à cause notamment de l'état défectueux des routes. Voilà qui justifie les travaux de bitumage de la principale voie d'accès à ce site, long de 4,4 km. Nous sommes venus regarder, déjà il reste un peu plus de 2 km, il reste que la dernière couche de revêtement à mettre. Donc les travaux avancent bien. Le profil en travers présente une chaussée de 7 mètres de largeur, bordée de chaque côté par un accotement de 2 mètres. En cas de nécessité, les accotements seront remplacés à certains endroits par des trottoirs. Heureux bénéficiaire de ce projet de bitumage, le ministre en charge de la salubrité urbaine. C'est une infrastructure extrêmement importante qui va permettre de réduire aussi les coûts de transport. C'est pour cela que pour nous, il est important que ce centre de groupage soit fonctionnel. Les activités des opérateurs vont démarrer donc de manière partielle à partir du 2 novembre prochain. Et la zone 3, c'est-à-dire cette zone qui part de Treichville jusqu'à Gonzague,
Donc, sera donc la zone d'expérimentation, je devrais dire, pour l'opérateur. Il faut qu'on lui crée des conditions de travail, qu'on facilite donc son travail de telle sorte que la collecte des déchets se fasse dans de très bonnes conditions. Aménagement de clôture autour du front de compaction des déchets, nettoyage régulier de la route d'accès et des abords du site, opération de fumigation pour réduire la prolifération d'insectes porteurs de germes de maladies. Autant de mesures qui vont être prises pour limiter les inconvénients de ce projet sur les populations riveraines. Le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire dénonce un certain désordre constaté dans le secteur de l'habitat. De plus en plus de cabinets illégaux opèrent. Les architectes agréés et qualifiés sont souvent ignorés au profit d'entrepreneurs qui s'autoproclament architectes. Résultat, c'est le désordre généralisé à Abidjan et dans nos villes. Le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a décidé de mettre fin à cette situation avec le soutien du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Sèche Kolia. Abidjan, zone florissante en matière de construction. Chaque jour, des immeubles sortent de terre. Ce boom immobilier échappe malheureusement au contrôle des architectes, ceux-là même à qui la loi demande de veiller à la qualité des constructions et au respect des paysages naturels ou urbains. Les défauts que nous constatons sont impensables. Les gens qui dépensent des millions pour acheter des maisons, des villas, avec ce nombre inqualifiable de défauts, ce n'est pas normal. Ce mercredi 23 octobre, un immeuble en construction à Yopougon, quartier Maroc, s'est écroulé. Une situation désormais courante à Abidjan qui vient confirmer les propos des architectes agréés. Si nous sommes dans le cadre d'un chantier, ce que nous recommandons à l'usager et à la population, c'est de vérifier qu'il y ait bien un panneau de chantier. Et s'il y a un panneau de chantier, il faut qu'il y ait le nom de l'architecte local. Si vous ne voyez pas le nom d'un architecte local, c'est qu'il y a un problème. Cabinets illégaux, chantiers dépourvus d'architectes, clients grugés, autant de pratiques qui créent selon cette organisation un véritable désordre urbain. Nous allons entamer bientôt des procédures et qui vont avoir par la suite des sanctions. Il peut aller de l'amende à l'emprisonnement pour usurpation de titre et pour exercice illégal de la profession. Avec le soutien du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, les architectes agréés entendent traquer les usurpateurs. Il s'agira d'assurer une police professionnelle pour que les vrais architectes puissent exercer et bénéficier au moins de 10% de la commande publique. Serge Collier, il s'est ouvert hier mercredi à Grand Bassam le deuxième forum international sur la retraite. L'initiative est de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Pendant 3 jours, il sera question de discuter et de mettre en œuvre des initiatives concrètes dans les différents pays africains au profit des personnes retraitées. Adrienne Grascando. Le retraité est supposé avoir droit à une couverture sociale au moment où il va devoir se retirer de la vie professionnelle pour prendre un repos mérité. C'est l'une des conquêtes sociales les plus importantes du monde du travail. Voici qui justifie la tenue du deuxième forum international sur la retraite autour du thème « Couverture vieillesse, instrument de lutte contre la pauvreté ». C'est un thème important qui nous donne en effet l'occasion de partager nos expériences et bonnes pratiques en matière de couverture vieillesse afin de renforcer l'efficacité de la sécurité sociale au niveau de nos États respectifs dans l'optique de la lutte contre la précarité des personnes du troisième âge. Faible taux de couverture des populations, absence de mécanismes de protection sociale pour les travailleurs, précarité de l'équilibre financier des organismes de prévoyance sociale, des préoccupations qui sont passées au peigne fin. Les retraites en Afrique sont actuellement basées sur un système qui date des années 1960. Or, depuis les années 1960, il y a eu beaucoup de changements, tant au niveau politique, au niveau institutionnel qu'au niveau démographique. Donc, actuellement, il s'agit de voir comment faire en sorte pour que nos retraités ne soient pas des retraités malheureux, mais soient vraiment des personnes qui puissent vivre avec les revenus fruits de leur travail. L'intérêt pour nous est donc de voir, d'établir
quelles sont les voies et moyens pour pouvoir mettre en place un mécanisme viable au sein de tout l'espace Cypress en vue de prendre en compte et davantage toutes les populations qui sont laissées à l'écart de la couverture VS. Le deuxième forum international sur la retraite intervient après celui tenu à Yaoundé en juillet 2016, initié par la Cypress, conférence interafricaine de la prévoyance sociale. L'Université internationale de Grand Bassam exporte la culture ivoirienne à New Jersey, c'est aux États-Unis d'Amérique. C'était à l'occasion du Forum mondial des leaders, une rencontre internationale organisée par l'Université de Montclair pour un partage d'expériences académiques et culturelles. Michel Digré. L'Université de Montclair à New Jersey, plateforme d'échanges académiques et culturels, le temps de la conférence internationale des leaders. Ce programme est un mécanisme qui a été mis en place pour permettre à plusieurs organisations de se rencontrer, partager leurs idées afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls face aux défis auxquels ils sont confrontés. Ensemble, nous serons des leaders. Au nombre des participants venus de plusieurs pays, une délégation ivoirienne de l'Université internationale de Grand Bassam. Ses représentants apprécient les opportunités offertes par ce forum. Pour nous, Africains, il y a beaucoup d'opportunités pour tisser des relations avec des grandes universités aux États-Unis et de par le monde. Il y a pour ceux qui n'ont pas les moyens des bourses disponibles pour les jeunes de fréquenter ces universités-là, de connaître la culture de ces pays, d'échanger et aussi de véhiculer leur culture. Chant, danse et théâtre. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, la culture est bel et bien présente aux côtés des enjeux académiques. Les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam ont exporté un pan de la culture ivoirienne à New Jersey. C'était formidable. C'était fabuleux. Ouais. Nous avons bien apprécié. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Les danses, les chansons. Oui, oui. Je ne peux pas choisir, tout était bon. La communion est à son summum lorsque la scène se déplace dans une école primaire de la ville. Les jeunes Américains séduits par la musique urbaine ivoirienne. C'était formidable pour les enfants, pour les professeurs, pour nos étudiants aussi. C'était un absolument plaisir d'avoir les étudiants ici, de danser ici. Ces étudiants ne sont pas des étudiants qui ont pour major la danse ou la musique, mais c'est des étudiants qui font le truc par passion. Et tout ce qui se fait par passion est vraiment agréable à voir. Je me dis que l'objectif a été atteint parce que la Côte d'Ivoire a été généreusement vendue. Mission accomplie donc pour la délégation ivoirienne qui a suscité dans le cœur des participants à ce forum l'envie de découvrir la Côte d'Ivoire. Et nous vous proposons ce communiqué. Le Burida est à nouveau l'objet d'une crise entre les artistes. Un groupe dénonce la gestion de la direction alors qu'un collectif relève les performances réalisées par la dite direction. Face à cette situation, l'inspection générale d'État a commandité un audit du Burida conduit techniquement par l'un des plus grands cabinets internationaux d'audit implantés dans notre pays. Le gouvernement attend les conclusions de cet audit pour prendre toutes les décisions nécessaires. Dans l'attente, le ministère de la Culture et de la Francophonie invite toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et de responsabilité. Quelques informations brèves à présent pour terminer cette édition. Le président du Libéria, George Weah, a déclaré la gratuité du droit d'inscription pour tous les étudiants du premier cycle, une décision qui s'applique à l'ensemble des universités publiques, une déclaration faite au cours d'une visite qu'il a effectuée au campus principal de l'université de Monrovia.
Les parlementaires éthiopiens ont désigné à l'unanimité Sahle-Work Zewde présidente du pays après la démission de Mulatu Teshome. Elle devient la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Née en 1950 à Addis Abeba, Sahle-Work Zewde était diplomate et représentante de l'Éthiopie aux Nations Unies. Elle devient ce jeudi 25 octobre 2018 la première femme accédant à la magistrature suprême. Des négociations interburundaises ouvertes à Arusha en Tanzanie, le gouvernement lui est absent. Raison évoquée, la commémoration des héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore et Melchior Ndadaye. Une vingtaine de partis politiques proches du régime ont boycotté cette réunion d'Arusha qui devait permettre d'évoquer l'organisation des élections de 2020. Voilà maintenant 3 ans que la médiation sous-régionale tente de créer un dialogue. Et c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Erfeblé. Merci à la réalisation aux techniciens et merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.